Juillet 1985. Sur les pelouses immaculées de Wimbledon, temple sacré du tennis, un adolescent de 17 ans s'apprête à bouleverser l'histoire. Boris Franz Becker, originaire de Leimen en Allemagne de l'Ouest, entre sur le court central avec l'assurance inconsciente de la jeunesse et une rage de vaincre qui ne demande qu'à éclater. Personne ne l'attend vraiment. Classé 20e mondial, il n'est pas tête de série dans un tournoi qui ne compte que 16 joueurs protégés par leur classement. Aux yeux des experts, il n'est qu'un outsider de plus, une promesse encore trop tendre pour viser la gloire suprême. Mais en l'espace de 2 semaines, ce garçon aux cheveux roux flamboyants va écrire l'une des plus grandes pages du sport moderne. Wimbledon, c'est la tradition dans toute sa splendeur. La tenue blanche obligatoire, le gazon impeccablement taillé, le silence religieux des spectateurs britanniques. C'est aussi un tournoi qui sacralise les grands noms, Connors, McEnroe, Borg, Landl. En 1985, tout le monde s'attend à un nouveau triomphe des habitués du circuit. Mais Becker, lui, n'a pas lu ce scénario. Dès son premier match, il impose un style détonnant. Là où ses adversaires construisent patiemment les échanges depuis le fond du court, lui surgit au filet, fonce sur chaque balle et surtout, n'hésite pas à plonger littéralement sur le gazon pour sauver des points désespérés. Ces plongeons, qui deviendront sa marque de fabrique, choquent et fascinent à la fois. Jamais le public londonien n'avait vu un joueur se jeter avec une telle témérité au risque de se blesser. Chaque fois qu'il s'étale de tout son corps sur l'herbe, puis se relève pour décocher un coup gagnant, le court central explose d'admiration. Les spectateurs, d'ordinaire si mesurés, découvrent un spectacle total. Becker ne joue pas seulement au tennis, il livre une bataille à la vie et à la mort à chaque point. Après 2 semaines de combats acharnés, Becker se retrouve en finale face à Kevin Curren, américain d'origine sud-africaine et grand serveur qui vient d'éliminer 2 géants, John McEnroe et Jimmy Connors. Autant dire que Curren fait figure d'ogre et que Becker, à 17 ans, n'a théoriquement aucune chance. Mais ce qui distingue un futur champion, c'est sa capacité à élever son niveau au moment décisif. Dès les premiers jeux, Becker surprend son adversaire par la violence de son service, surnommé « Boom Boom ». Ses as fusent à plus de 200 km/h, une vitesse impressionnante pour l'époque. Curren, pourtant solide, est rapidement débordé. Mais le moment clé survient dans le 2e set. Mené, Becker se jette dans un plongeon insensé, récupère une balle de break impossible et renverse l'échange en frappant un coup droit gagnant. Le public, stupéfait, explose dans un rugissement inhabituel pour Wimbledon. À cet instant, le jeune Allemand devient une star. En 4-7, 6-3, 6-7, 6-5, 7-6, 6-4, Becker terrasse Curren et entre dans l'histoire. Le 7 juillet 1985, à 17 ans et 227 jours, il devient le plus jeune vainqueur masculin de Wimbledon. En pleurs, incapable de réaliser la portée de son exploit, il soulève le trophée doré sous les applaudissements du monde entier. Ce triomphe n'est pas seulement sportif, il est culturel et même politique. En Allemagne de l'Ouest, encore marqué par la division du pays et cherchant des figures de fierté nationale, Becker devient un héros instantané. La Becker Mania s'empare du pays. Des milliers de fans l'attendent à l'aéroport, les journaux titrent sur le Wunderkind, le chancelier Helmut Kohl lui rend hommage. À seulement 17 ans, Becker incarne la renaissance allemande à travers le sport. Dans le reste du monde, il est vu comme une révolution. Son style spectaculaire, sa fougue, son absence de retenue émotionnelle contrastent avec l'image figée d'un tennis parfois jugé élitiste. Là où d'autres champions restaient impassibles, Becker vivait chaque point avec intensité. Il criait sa joie, montrait sa frustration, pleurait sans honte. Cette spontanéité séduit les foules. Becker humanise le tennis et attire de nouveaux spectateurs fascinés par sa sincérité. À seulement 17 ans, Becker impose aussi sa présence physique. 1,90 m, carrure solide, regard perçant, mâchoire carrée, ajoutez à cela une chevelure rousse flamboyante et vous obtenez une icône médiatique. Rapidement, les sponsors se l'arrachent. Puma lui offre un contrat pharaonique, Nutella l'utilise dans ses campagnes publicitaires et d'autres marques allemandes l'érigent en ambassadeur. Becker n'est plus seulement un joueur de tennis, il est une star mondiale. Beaucoup de commentateurs, prudents, se demandent alors s'il ne s'agit pas d'un simple coup de chance, d'un adolescent porté par l'euphorie d'un tournoi. Mais Becker balaie les doutes dès l'année suivante. En 1986, il conserve son titre à Wimbledon en battant Ivan Lendl, numéro 1 mondial. En 1989, il signe un 3e sacre sur le gazon sacré en dominant Stefan Edberg. En 4 ans, il devient un pilier de l'histoire du tournoi. Et à 21 ans seulement, il a déjà marqué l'histoire de son sport. Le succès de Becker en 1985 dépasse le simple cadre du tennis. Il incarne la jeunesse triomphante, l'audace, la modernité face à la tradition. Son visage devient une affiche dans les chambres d'adolescents,
Son style inspire des millions de jeunes joueurs. L'image de ce garçon roux plongeant de tout son corps sur le gazon reste gravée comme l'un des instants les plus spectaculaires de Wimbledon. Ce premier sacre est plus qu'une victoire sportive. C'est le point de départ d'une trajectoire exceptionnelle mais aussi chaotique, car derrière l'enfant prodige se cache déjà un homme impulsif, instinctif, incapable de mesurer les conséquences de ses actes. Un champion, certes, mais aussi un futur naufragé en puissance. Après l'exploit de 1985, Boris Becker ne s'arrête pas en si bon chemin. Là où d'autres prodiges s'effacent après un coup d'éclat, lui confirme rapidement qu'il n'est pas un météore, mais bien une étoile destinée à briller. Ses triomphes, ses duels épiques et son charisme le hissent au rang d'icône mondiale. Mais c'est aussi à cette époque que les bases d'un empire financier et de ses futures failles commencent à se dessiner. En 1986, Becker prouve que sa victoire n'était pas un hasard. À Wimbledon, il défend son titre avec brio en battant Ivan Lendl, numéro 1 mondial. Lendl, surnommé la machine tchécoslovaque, est réputé pour sa rigueur et son implacable constance. Pourtant, face à l'explosivité de Becker, il semble déstabilisé. L'Allemand déploie un arsenal impressionnant. Service canon, volée fulgurante, passing shot improbable. À seulement 18 ans, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à défendre son titre à Wimbledon. En 1989, c'est le couronnement. Becker remporte son 3e Wimbledon, cette fois contre Stefan Edberg. Cette finale restera comme l'une des plus belles de l'histoire du tournoi. Deux styles s'affrontent, Edberg, la grâce scandinave tout en fluidité et intelligence tactique, Becker, la puissance brute, l'instinct et l'émotion. Pendant près de 3 heures, les deux hommes se rendent de coup pour coup et Becker finit par triompher. À 21 ans, il est déjà une légende vivante. Becker, jusque-là perçu comme le roi du gazon, démontre qu'il peut aussi briller ailleurs. En 1989, il conquiert l'US Open à Flushing Meadows, un tournoi réputé pour son ambiance électrique et son public exigeant. Là, il fait taire les critiques qui prétendaient que son style agressif ne fonctionnait qu'à Wimbledon. En 1991, il atteint enfin le Graal. L'Open d'Australie lui ouvre ses portes et le propulse au rang de numéro 1 mondial. C'est un moment d'histoire. Le gamin roux, qui avait fait trembler Londres en 1985, est désormais officiellement le meilleur joueur de la planète. Il ne se contente plus d'être une curiosité ou un symbole. Il est un champion complet, capable de dominer toutes les surfaces. La carrière de Becker est marquée par des duels mythiques. Ses affrontements avec Ivan Lendl sont des chocs de tempérament. L'un froid, méthodique, quasi robotique, l'autre volcanique, imprévisible, émotionnel. Ces matchs deviennent des pièces de théâtre où chaque échange est une lutte psychologique. Avec Stefan Edberg, la rivalité prend des airs de saga romantique. Entre 1988 et 1990, ils s'affrontent 3 fois de suite en finale de Wimbledon. Jamais dans l'histoire moderne, 2 joueurs n'avaient dû dominer à ce point le gazon sacré. Les amateurs se passionnent, d'un côté, la fluidité élégante d'Edberg, de l'autre, la force et la rage de Becker. Leurs matchs sont encore aujourd'hui étudiés comme des chefs-d'œuvre tactiques et stylistiques. Puis, au début des années 1990, surgit un nouveau rival, Pete Sampras. Avec lui, c'est une autre génération qui s'impose. Sampras apporte une puissance athlétique et une régularité qui annoncent la fin de l'ère Becker. Leur duel symbolise le passage de témoin entre deux mondes, celui de l'instinct et de la fougue, et celui de la préparation scientifique et de l'efficacité implacable. En parallèle de ses triomphes sportifs, Becker bâtit un empire financier. Ses gains en tournoi dépassent les 26 millions de dollars, une fortune pour l'époque. Mais surtout, les sponsors se l'arrachent. Puma, Mercedes, Nutella, Rolex, Adidas, toutes les grandes marques veulent associer leur image à celle du jeune Allemand. Ses revenus publicitaires atteignent parfois le double de ses gains sportifs. Avec cet argent, Becker s'offre une vie de star. Villa luxueuse à Monaco, Londres et Majorque, voitures de sport, jet privé. Il vit à 100 à l'heure, persuadé que la manne ne s'arrêtera jamais. Ses soirées mondaines, ses voyages incessants et son goût pour le luxe alimentent les magazines. Il est autant une icône du sport qu'une célébrité people. Comme beaucoup de sportifs millionnaires, Becker veut diversifier ses revenus. Il investit dans la restauration, l'immobilier, l'hôtellerie et même des compagnies aériennes. Mais son instinct, si précieux sur un court, ne lui sert pas toujours dans le monde des affaires. Il signe des contrats sans les lire, confie son argent à des conseillers peu scrupuleux et se lance dans des projets mal étudiés. À l'époque, personne ne s'inquiète vraiment. Becker gagne tellement qu'on imagine sa fortune inépuisable. Mais déjà, les bases de sa chute se mettent en place. Derrière les trophées et les millions,
Un homme dépense plus qu'il ne gagne et fait confiance aveuglément à des partenaires douteux. À partir du milieu des années 1990, le corps de Baker commence à trahir son style spectaculaire. Ses plongeons héroïques ont laissé des traces, douleurs au dos, blessures aux poignets et à la cheville. Son jeu, basé sur l'agressivité et l'instinct, devient moins efficace face à une génération plus athlétique et mieux préparée. Les défaites précoces se multiplient. Baker reste capable de coups d'éclat, comme son triomphe à l'Open d'Australie en 1996, mais sa régularité disparaît. La presse allemande, autrefois dithyrambique, commence à pointer ses faiblesses. Les tabloïds se nourrissent de ses soirées nocturnes et de ses conquêtes amoureuses. Le héros national commence à perdre de son éclat. Mais Baker, habitué à triompher, refuse de voir venir le déclin. À la fin des années 1990, Boris Baker est déjà une légende vivante. 6 titres du Grand Chelem, des millions en banque, une notoriété mondiale, tout semble en place pour une retraite paisible. Mais derrière les façades luxueuses et les flashs des caméras, les fissures sont profondes. L'homme, habitué depuis l'adolescence à vivre dans la lumière, s'apprête à plonger dans une zone d'ombre où se mêlent échecs financiers, scandales intimes et batailles judiciaires. L'Open d'Australie 1996 est son dernier grand triomphe. Après ce 6e titre majeur, Baker ne retrouve plus le même niveau. Les blessures s'accumulent, son corps trahi par des années de plongeons spectaculaires. En 1999, il annonce officiellement sa retraite à seulement 31 ans. Pour le public, il s'agit d'un départ prématuré, mais Baker est persuadé que l'avenir s'annonce radieux. Il a gagné plus de 50 millions de dollars, sans compter les contrats publicitaires. Son nom, pense-t-il, suffira à le maintenir au sommet de la société. Mais ce que Baker ignore, c'est qu'un champion de tennis, aussi adulé soit-il, n'est pas forcément un bonhomme d'affaires. Son instinct de joueur qui l'a porté vers la gloire devient un fardeau dans le monde des affaires où la patience et la prudence priment. À peine la raquette rangée, Baker se lance dans les investissements tous azimuts. Restaurants londoniens, projets immobiliers en Allemagne, part dans des compagnies aériennes, boîtes de nuit branchées à Monaco. Sur le papier, tout paraît séduisant. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup de ces projets échouent, engloutissant des millions. Pire encore, Baker fait confiance à des conseillers financiers qui profitent de son manque de vigilance. Lui signe des contrats sans toujours les lire, persuadé que son nom et sa célébrité suffisent à garantir la réussite. Résultat, ses économies commencent à s'évaporer. Pourtant, Baker continue à vivre à grande vitesse. Voyages en jet privé, hôtel 5 étoiles, villas luxueuses à Monaco et Majorque, il dépense comme si la fortune ne devait jamais s'arrêter. Mais ce sont surtout ses frasques personnelles qui vont ternir son image et précipiter sa chute. En 1999, l'affaire éclate. Baker, alors marié à l'actrice Barbara Feltus, avoue avoir eu une relation d'un soir avec une serveuse russe dans un placard du prestigieux restaurant Nobu à Londres. De cette liaison naît une fille, Anna Ermakova. L'histoire fait la une des tabloïds mondiaux. Le placard de Nobu devient une expression moqueuse reprise par les humoristes, caricaturistes et journalistes. L'icône du sport allemand, autrefois symbole de fierté, est ridiculisée sur la scène internationale. Son mariage vole en éclats. En 2001, Barbara Feltus demande le divorce. La procédure est médiatisée et surtout extrêmement coûteuse. Baker doit verser une pension alimentaire colossale, céder une partie de ses biens et affronter une tempête médiatique sans précédent. Aux yeux de l'opinion publique, il passe du statut de héros national à celui d'homme volage, incapable de gérer sa vie privée. Ce divorce n'est pas seulement un désastre sentimental, il est aussi une catastrophe financière. En quelques mois, Baker perd une partie substantielle de sa fortune. Mais au lieu de réduire son train de vie, il continue à dépenser, persuadé qu'il pourra rebondir grâce à de nouveaux contrats ou investissements. Dans les années qui suivent, Baker devient une cible privilégiée des tabloïds. Ses sorties nocturnes, ses relations amoureuses avec des mannequins ou des célébrités, ses frasques dans les boîtes de nuit sont scrutées à la loupe. Le champion qui avait incarné l'élégance du sport devient un personnage de feuilleton people. Les sponsors, eux, prennent leur distance. Puma, Mercedes et d'autres partenaires historiques cessent leur collaboration. Baker, qui avait bâti son empire sur l'association de son talent et de son image, perd la moitié de son capital symbolique. La confiance du public, privé d'une grande partie de ses revenus, Baker tente de compenser en multipliant les projets. Il investit dans des sociétés de conseil, se lance dans la télé-réalité, parie sur des clubs branchés. Mais ces tentatives, mal préparées, lui tournent court. Les dettes s'accumulent envers les banques, le fisc allemand, ses ex-femmes et ses créanciers privés. Peu à peu, Baker doit se résoudre à vendre une partie de ses biens. Villas, voitures de collection, et même certains de ses trophées. L'image est terrible, celui qui avait soulevé le Graal de Wimbledon à 17 ans est contraint de mettre en vente ses symboles de gloire pour éponger ses dettes.
Ce qui frappe dans cette période, c'est la solitude de Becker. Sur les cours, il avait toujours été un combattant solitaire, s'imposant par son instinct et sa force mentale. Dans la vie réelle, cette solitude devient un handicap. Il refuse d'écouter les conseils de ses proches, s'entête dans des choix risqués et croit qu'un coup de génie suffira à le sauver. En réalité, chaque décision hâtive le plonge un peu plus dans le gouffre. Au début des années 2000, Boris Becker n'est plus le héros que l'Allemagne adulait. Il est devenu un homme accablé par ses dettes, ridiculisé par ses frasques et abîmé par ses échecs. Pourtant, il garde l'illusion qu'il peut encore tout renverser. Ce refus de voir la réalité va l'entraîner vers le chapitre le plus sombre de son existence, la faillite personnelle et bientôt la prison. Quand Boris Becker raccroche la raquette en 1999, beaucoup l'imaginent à l'abri pour toujours. Avec 6 titres du Grand Chelem, une fortune estimée à plus de 50 millions de dollars et une aura mondiale, il semblait impossible que l'enfant prodige de Wimbledon puisse un jour connaître la précarité. Pourtant, au fil des années 2000 et 2010, Becker enchaîne les mauvais choix, jusqu'à être officiellement déclaré en faillite personnelle en 2017. Pire encore, en 2022, il se retrouve condamné à la prison. Une chute vertigineuse qui stupéfie le monde entier. Dès le début des années 2000, Becker multiplie les erreurs financières. Ses projets immobiliers s'effondrent, ses restaurants londoniens ferment et ses investissements dans l'hôtellerie ou les boîtes de nuit tournent court. À cela s'ajoutent les pensions alimentaires colossales versées à ses ex-femmes et compagnes, ainsi que des amendes liées à ses procès de paternité. Chaque année, les sorties d'argent dépassent les rentrées. Becker n'a jamais su freiner son train de vie. Malgré ses difficultés, il continue à voyager en jet privé, séjourner dans des palaces et rouler en voiture de sport. Pour lui, admettre la fin de ce faste reviendrait à reconnaître sa déchéance. Il vit dans le déni, persuadé qu'un coup de chance ou un nouveau contrat médiatique le sauvera. En juin 2017, le coup près tombe. Un tribunal londonien déclare officiellement Boris Becker en faillite personnelle. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Comment un champion qui a gagné plus de 50 millions de dollars a-t-il pu tout perdre ? Les tabloïds britanniques et allemands se déchaînent, titrant sur « La ruine d'un héros ». Pour Becker, c'est une humiliation. Mais le pire est encore à venir. Car au lieu de coopérer avec les administrateurs chargés de gérer sa faillite, l'ancien champion choisit de jouer avec le feu. Becker cache des actifs, il omet de déclarer plusieurs comptes bancaires, transfère des sommes à ses proches et tente même de vendre en secret des trophées et souvenirs de sa carrière. En parallèle, il continue à mener une vie luxueuse, voyageant en première classe et fréquentant les restaurants les plus chers de Londres. Les enquêteurs découvrent rapidement ses manœuvres. Ils mettent la main sur plus de 2,5 millions d'euros non déclarés, ainsi que sur des biens volontairement dissimulés. Aux yeux de la justice britannique, Becker n'est pas seulement un ancien champion en difficulté, il est devenu un fraudeur. En 2022, Becker comparaît devant le tribunal de Southwark à Londres. L'affaire attire l'attention médiatique du monde entier. L'image est surréaliste. Le prodige de 1985, celui qui avait bouleversé Wimbledon, est désormais assis dans le box des accusés, tête baissée, entouré d'avocats. Les procureurs l'accusent d'avoir sciemment menti pour éviter de payer ses créanciers. Becker plaide la maladresse et l'ignorance, mais les juges ne sont pas dupes. Après plusieurs semaines de procès, le verdict tombe le 29 avril 2022. Boris Becker est condamné à 2 ans et demi de prison ferme pour dissimulation d'actifs et fraude. La sentence choque. L'icône du tennis, autrefois adulée par des millions de fans, est menottée et conduite directement en détention. Pour les médias, c'est une image symbolique. Le gamin flamboyant de Wimbledon est désormais un prisonnier. Becker est incarcéré à la prison de Wandsworth, l'une des plus dures d'Angleterre, connue pour sa surpopulation et ses conditions rudes. L'homme habitué aux suites présidentielles découvre l'univers carcéral. Cellule exiguë de 3 mètres carrés, repas sommaires, voisinage de criminels de droit commun. Dans ses premières interviews après sa libération, Becker décrira l'expérience comme un « enfer ». J'ai tout perdu. Ma liberté, ma réputation, ma dignité. J'ai compris que même moi, Boris Becker, je n'étais pas au-dessus des lois. Il confie avoir vécu dans la peur permanente, mais aussi avoir découvert un monde dont il ignorait tout, celui des détenus anonymes et oubliés. Après 8 mois de détention, Becker est libéré en décembre 2022 pour bonne conduite. Mais le mal est fait, sa réputation est brisée, son nom désormais associé à la déchéance et à la fraude. L'onde de choc dépasse le monde du tennis. L'histoire du champion devenu détenu est commentée dans la presse économique, politique et culturelle comme un cas d'école. Pour certains, Becker n'est qu'un irresponsable qui a tout gâché par arrogance. Pour d'autres, il est aussi une victime d'un système qui glorifie les champions mais ne les prépare pas à l'après-carrière. Quoi qu'il en soit, sa chute est l'une des plus spectaculaires de l'histoire du sport moderne.
La condamnation de Boris Becker dépasse son cas personnel. Elle illustre les dangers qui guettent les sportifs de haut niveau. Une fortune colossale amassée trop tôt, des entourages parfois toxiques, une absence totale d'éducation financière et un ego incapable d'accepter la réalité. En tombant si bas, Becker rappelle que la gloire la plus éclatante peut s'éteindre du jour au lendemain. De héros national à fraudeur incarcéré, il incarne le revers sombre du sport professionnel. Une histoire tragique, mais riche d'enseignements. Décembre 2022. Après 8 mois passés dans la prison de Wandsworth, Boris Becker retrouve la liberté. Affaibli mais déterminé, il quitte l'univers carcéral avec une conscience nouvelle. Il n'est plus l'enfant prodige adulé de Wimbledon, mais un homme marqué par ses erreurs, contraint de repartir de zéro. À 55 ans, il doit réinventer sa vie, reconstruire son image et surtout accepter un héritage personnel aussi glorieux que controversé. Sa libération fait la une des journaux du monde entier. Les caméras captent un Becker amaigri, au visage fatigué, qui déclare vouloir tourner la page et donner un nouveau sens à sa vie. L'ancien champion raconte l'expérience carcérale avec franchise. Les humiliations, la promiscuité, la peur constante. Lui qui avait vécu dans le luxe découvre la brutalité d'un quotidien de détenu. Cette épreuve, dit-il, l'a transformé. Mais les journalistes, eux, s'interrogent, Becker saura-t-il vraiment rebondir ou restera-t-il à jamais l'icône déchue que les tabloïds aiment à caricaturer? Peu après sa libération, Becker retrouve une place dans le paysage médiatique. Consultant pour plusieurs chaînes de télévision, il commente à nouveau les matchs de tennis, notamment les tournois du Grand Chelem. Son expertise technique et son regard d'ancien champion séduisent encore. Malgré ses déboires, il garde une légitimité dans le monde du tennis que personne ne peut lui enlever. En parallèle, il publie un livre de mémoires où il raconte sans détour son parcours. Il y décrit ses triomphes, mais aussi ses excès, ses erreurs financières et ses regrets. L'ouvrage, cru et sincère, trouve un large public. Certains y voient une confession tardive, d'autres une tentative de se racheter par les mots. En Allemagne, l'opinion publique reste partagée. Une partie des fans lui pardonne, rappelant que Becker a porté l'Allemagne sur les sommets du tennis et a inspiré des générations entières. Pour eux, il demeure le gamin flamboyant de 1985, celui qui avait fait pleurer de joie une nation entière. Mais d'autres ne voient en lui qu'un symbole de déchéance. Un homme incapable de gérer son argent, enchaînant erreurs et scandales et finissant derrière les barreaux. Son nom, pour beaucoup, restera associé autant au trophée qu'au procès. Une partie essentielle de son héritage se joue à travers Novak Djokovic. Entre 2014 et 2016, Becker entraîne le Serbe et l'aide à franchir un cap mental. Sous sa houlette, Djokovic remporte 6 titres du Grand Chelem et domine le circuit comme rarement auparavant. Cette collaboration prouve que Becker n'était pas seulement un instinctif génial, mais aussi un stratège capable de transmettre son savoir. Djokovic lui rend souvent hommage. Boris m'a appris à gagner les grands matchs, à rester calme dans la tempête. Cet héritage-là, intangible mais précieux, contribue à maintenir Becker dans le cercle des légendes respectées. Depuis sa sortie de prison, Becker mène une existence plus discrète. Ses moyens financiers sont réduits, mais il reste sollicité comme consultant, conférencier et auteur. Il participe aussi à des documentaires sur sa vie, acceptant d'affronter les zones d'ombre de son parcours. Sur le plan personnel, il tente de se rapprocher de ses enfants, notamment Anna Ermakova, devenue mannequin et figure médiatique en Allemagne. Pour lui, cette réconciliation familiale est une manière de tourner la page des années de chaos. Que restera-t-il de Boris Becker ? Pour l'histoire du sport, il sera toujours le plus jeune vainqueur masculin de Wimbledon, le triple champion du gazon sacré, le sextuple lauréat en Grand Chelem. Il restera aussi l'homme qui a popularisé un style de jeu explosif, fait de puissance et de plongeons spectaculaires, et qui a contribué à démocratiser le tennis en Allemagne et au-delà. Mais son héritage est aussi celui d'une mise en garde, celui qui a tout eu trop tôt et qui a tout perdu trop vite. Il incarne la fragilité des idoles, l'incapacité de certains champions à préparer l'après-carrière, le piège de l'argent facile et des entourages douteux. Sa trajectoire est une parabole, du plus haut sommet au plus profond abîme. Becker restera pour toujours un paradoxe. À 17 ans, il symbolisait l'audace et l'espoir. À 55 ans, il incarne la chute brutale d'un homme qui n'a pas su se protéger de ses propres excès. Pourtant, malgré ses erreurs, son nom restera gravé dans la mémoire collective. Car au-delà des scandales, il y a cette image indélébile. Un adolescent roux, le corps étendu sur le gazon de Wimbledon, se relevant pour frapper le coup qui allait changer sa vie. Et voilà, chers amis, l'histoire incroyable mais aussi tragique de Boris Becker, ce prodige du tennis
qui a connu les sommets de la gloire avant de traverser les abîmes de la chute. De Wimbledon à la prison, son parcours nous rappelle à quel point la vie des légendes est faite de triomphes et de blessures. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien est essentiel pour continuer à partager avec vous ces récits passionnants de célébrités qui nous marquent. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette histoire bouleversante et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés et restez connectés car d'autres histoires tout aussi incroyables vous attendent très bientôt. À très vite.